La photographie est l'ambition du Kansas. Toute tragédie a un point de départ, souvent capturé dans une seule image obsédante qui présage l'effondrement d'une dynastie. Il existe une photographie de famille prise à l'automne 1955. Deux petits garçons rendant visite à leur mère dans une chambre d'hôpital, vêtus de leurs uniformes scolaires, l'air légèrement confus quant à la raison pour laquelle des appareils photos sont braqués sur eux. Le garçon est né à 11 ans, le plus jeune en a 8. Ils ne comprennent pas encore tout à fait ce qui s'est passé. Ce qu'ils savent, c'est que leur père n'est plus là et que leur mère en est la cause. Ces deux garçons, Woody et Jimmy Woodward, passeraient le reste de leur vie à essayer de fuir ce qui s'est passé dans ce couloir de Long Island. Aucun d'eux n'y est parvenu. Mais avant d'en arriver à eux, il faut remonter au tout début, à une fille du Kansas qui n'avait pour elle que sa beauté et son audace, et à la nuit qui a tout changé, la fille de Pittsburgh, au Kansas. Elle est née Angeline Lucille Crowell, le 12 décembre 1915 à Pittsburgh, au Kansas. Une petite ville qui n'avait que très peu à offrir à une fille dotée de son ambition si particulière. Son père était conducteur de tramway et officier militaire à la retraite. Sa mère était institutrice et, de la vie générale, l'une des femmes les plus instruites du sud-est du Kansas, l'une des premières de son comté à obtenir un master de l'Université du Kansas. Ses parents ont divorcé quand Angeline était jeune et, à la suite de cette rupture, elle a discrètement commencé à se reconstruire. C'est une chose que font parfois les gens des petites villes lorsqu'ils décident que leur vie se déroulera dans un tout autre endroit. Elle a fréquenté le Kansas City Junior College pendant 1 an, puis a pris la décision que beaucoup de jeunes femmes ambitieuses de son époque prenaient. Elle a déménagé à New York. C'était en 1937. Elle avait 21 ans. Elle a changé son nom pour Anne Eden, le signant proprement sur le formulaire d'inscription à l'agence de mannequins John Robert Powers, la plus prestigieuse de la ville à l'époque. L'ascension d'Anne Eden. Dans la ville des rêves, une nouvelle identité est la première étape pour obtenir une place à la table de l'élite. Powers représentait le genre de femme qui apparaissait dans Vogue et sur les couvertures des magazines nationaux, précisément le monde dans lequel Anne avait l'intention d'entrer. Elle y est parvenue, elle a signé un contrat, a été photographiée et a rapidement trouvé du travail en parallèle comme actrice à la radio, le média par lequel la plupart des Américains de la fin des années 1930 se divertissaient et qui récompensait un certain type de présence et de voix. En 1940, un sondage national l'a élue la plus belle fille de la radio, ce qui était à la fois une véritable distinction et un rappel de la façon dont l'époque catégorisait si nettement les femmes par leur visage avant toute autre chose. Anne a accepté le titre et a continué à travailler. Pour compléter ses revenus, elle dansait comme meneuse de revue dans des boîtes de nuit huppées de Manhattan, un travail qui occupait une position sociale intéressante à cette époque, considéré comme suffisamment glamour pour attirer les hommes riches, mais pas tout à fait assez respectable pour que leur mère l'approuve. C'est dans l'un de ces clubs, le Fifis Monte Carlo, sur la 54e rue Est, que la vie d'Anne a pris une direction qu'elle n'avait probablement pas entièrement prévue, mais qu'elle était prête à emprunter. William Woodward est entré. C'était un homme d'une importance capitale à New York, président de la Central Hanover Bank and Trust, une figure si ancrée dans le paysage de la vieille fortune de la ville, que son nom était prononcé en baissant involontairement la voix. Il était également beaucoup plus âgé qu'Anne, marié et apparemment très séduit par elle. La nature de leur relation a toujours fait l'objet de spéculations. Si Anne est devenue sa maîtresse, pendant combien de temps et ce qu'il lui a exactement offert? Ce qui n'est pas spéculatif, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le célibataire le plus convoité est la guerre sociale. Lorsque la vieille fortune rencontre la nouvelle ambition, l'explosion qui en résulte peut se faire ressentir à travers des générations de la haute société. En 1942, William Woodward Sr. a présenté Anne à son fils, William Woodward Jr., connu de tous sous le nom de Billy. Il avait 22 ans, mesurait 1,90 m, était beau d'une manière qui laissait penser qu'il n'avait jamais eu besoin de faire d'efforts pour l'être, et était considéré par plus d'une publication mondaine comme le célibataire le plus convoité d'Amérique. Il avait étudié à Groton et à Harvard. Il avait servi dans la marine pendant la guerre, avait reçu la Purple Heart après une attaque à la torpille sur son navire, et à la mort de son père, hériterait non seulement de la fortune bancaire, mais aussi du haras de Bel Air dans le Maryland, l'un des plus anciens élevages de chevaux pur sang du pays,
qui avait produit 3 champions du Kentucky Derby. Billy Woodward était, selon tous les critères conventionnels de l'ambition américaine, un parti spectaculaire. Il a également été immédiatement attiré par Anne. L'attirance était réelle, et pour Billy, peut-être accentuée par le fait que sa mère la méprisait. Elizabeth Ogden Crider Woodward, connue sous le nom d'Elsie, était l'une des grandes dames de la société new-yorkaise, issue d'une famille si bien établie que 3 sœurs de sa génération étaient devenues célèbres simplement pour être les triplés Crider. Le monde d'Elsie avait des frontières très strictes, et Anne Eden de Pittsburgh, au Kansas, une fille qui avait dansé dans des boîtes de nuit et posé pour des publicités, ne se trouvait pas à l'intérieur de ces frontières. Lorsque Billy a annoncé son intention d'épouser Anne, le mécontentement d'Elsie fut total. Ils se sont mariés quand même. La cérémonie a eu lieu le 6 mars 1943 à l'église épiscopale St. Luke's Memorial à Tacoma, dans l'État de Washington. Un choix de lieu qui semble délibéré, éloignant l'événement aussi loin de l'orbite sociale d'Elsie que la géographie du pays le permettait. Anne avait 27 ans. Billy en avait 22. Elle venait de devenir Madame William Woodward Jr., et la porte des plus grands salons de New York s'était techniquement ouverte. Bien que les personnes à l'intérieur de ces salons passeraient la décennie suivante à s'assurer qu'elles en ressentent les courants d'air. La lutte pour l'acceptation et la pourriture de l'intérieur. Un titre et un nom ne suffisent souvent pas à protéger une famille de la froide réalité du rejet social et de la décadence interne. La haute société new-yorkaise reposait sur l'accord tacite selon lequel d'où vous veniez importait plus que ce que vous étiez. Et Anne venait du mauvais endroit. Elle était exclue des invitations, ignorée lors des soirées, et on parlait d'elle dans les coins. Elsie faisait connaître sa désapprobation de manière à la fois élégante et dévastatrice. Ce qu'Anne avait, c'était de l'obstination. Elle observait les femmes autour d'elle, étudiait comment elles s'habillaient, comment elles parlaient, à quoi elles donnèrent de l'argent, quels peintres elles admiraient, quelles causes elles défendaient. Elle a appris. Elle a soutenu le Museum of Modern Art, la Croix-Rouge américaine, la télévision publique. Sa collection d'antiquités chinoises et de vêtements de haute couture deviendrait finalement si importante que certaines pièces se sont retrouvées au Metropolitan Museum of Art. À la fin des années 1940, elle était intégrée. La porte qui lui avait été fermée s'était ouverte. Non pas parce qu'elle s'y avait cédé, mais parce qu'Anne avait tout simplement survécu à l'indifférence. Elle était devenue le genre de femme dont le nom apparaissait dans les bonnes rubriques pour les bonnes raisons. Mais derrière le vernis, le mariage se détériorait. Anne et Billy avaient tous deux des liaisons. Ils buvaient beaucoup. Ils se disputaient en public avec une fréquence qui mettait même leurs amis mal à l'aise. En 1947, Billy a officiellement demandé le divorce. Anne a refusé. Elle avait grimpé trop haut et enduré trop de choses pour abandonner la vie qu'elle s'était construite. Et elle savait qu'un divorce dans ce monde, à cette époque, signifierait en perdre la majeure partie. Alors elle s'est accrochée. Ce que personne ne demandait, du moins pas à voix haute, c'était ce qu'il advenait des 2 garçons qui grandissaient au milieu de tout cela. Car Woody était né en juillet 1944 et Jimmy en janvier 1947. Et le foyer dans lequel ils ont été élevés était un endroit magnifique, au fonctionnement froid et compliqué. Le domaine de campagne à Oyster Bay Cove, sur Long Island, la maison de ville de Manhattan dans l'Upper East Side, les gouvernantes, les repas formels et les chevaux. C'était un monde construit pour les apparences, et il paraissait bien. Mais leurs parents dormaient dans des chambres séparées dès le milieu des années 1940, se disputaient devant les invités et gardaient leur véritable vie émotionnelle si bien dissimulée derrière les convenances que les 2 garçons étaient en grande partie laissés à eux-mêmes pour essayer de comprendre. L'atmosphère d'Oyster Bay. La richesse peut offrir tous les luxes imaginables, mais elle remplace bien mal la stabilité dont un enfant a besoin. Et puis vint la nuit d'Halloween 1955. Une chose sur laquelle il vaut la peine de s'attarder avant d'y arriver, c'est ce à quoi ressemblait réellement l'atmosphère de la maison Woodward pour les 2 garçons qui y grandissaient. Le domaine de Long Island à Oyster Bay Cove s'étendait sur 24 hectares de terrain immaculé, avec des cours de tennis, des écuries, une piscine privée. Le genre de propriété qui, au milieu des années 1950, représentait le sommet absolu de la richesse privée américaine. La maison de ville de Manhattan dans l'Upper East Side fonctionnait avec la précision d'un petit hôtel. Il y avait des gouvernantes, des précepteurs,
une suite de domestiques. Woody et Jimmy étaient bien habillés, bien nourris, scolarisés dans le privé, entourés de la version la plus chère de tout ce que l'enfance pouvait offrir. Ce dont ils n'étaient pas entourés, c'était de stabilité. Leurs parents dormaient dans des chambres séparées, et ce depuis des années. Les disputes qui éclataient en public s'accompagnaient de pires encore à la maison. Anne prenait des médicaments sur ordonnance, ces somnifères et stimulants qui étaient presque universels chez les femmes de sa classe sociale au cours de cette décennie, et la consommation d'alcool de Billy était suffisamment importante pour que cela se voie. Les garçons absorbaient tout cela de la manière dont les enfants absorbent ce genre de choses, silencieusement, sans avoir les mots pour le nommer. Woody, à 11 ans, avait développé le sang-froid que les aînés des foyers perturbés développent souvent. Observateur, prudent, apprenant déjà à garder un visage neutre. Jimmy, à 8 ans, n'avait encore rien appris de tout cela. La nuit de la fusillade. Un seul instant de peur dans un couloir sombre allait briser l'héritage des Woodward et laisser dans son sillage des questions qui ne trouveraient jamais de réponse. Mais la nuit du 30 octobre, cet automne-là, avait été agitée à Oyster Bay. Une série de cambriolages avait frappé les propriétés de la côte nord de Long Island. De la nourriture et des munitions avaient été volées dans la propre propriété des Woodward 2 nuits plus tôt, des serrures avaient été forcées, des empreintes de pas laissées sur le terrain. Le quartier était sur les nerfs. Anne et Billy en avaient tous deux parlé ouvertement lors de dîner, et tous deux étaient des chasseurs expérimentés qui gardaient des armes à feu dans la maison par habitude. Le 30 octobre 1955, les Woodward assistèrent à un dîner organisé par Florence Tucker Baker en l'honneur du duc et de la duchesse de Windsor. Ce fut, au dire de tous, une soirée joyeuse. Les invités à qui l'on demanda plus tard de se remémorer l'atmosphère se souvinrent du couple comme étant détendu, voire heureux. Bien qu'ils fussent également, comme c'était souvent le cas lors de tels événements, passablement ivres au moment de leur départ. Ils arrivèrent chez eux, dans leur domaine d'Oyster Bay, qu'ils appelaient le Playhouse, la maison de jeu, vers 1h du matin. Woody et Jimmy dormirent dans leur chambre. Anne et Billy se dirent bonne nuit et allèrent dans leurs chambres séparées. Tous deux avaient des fusils de chasse à portée de main. Tous deux pensaient aux rôdeurs. 2 heures plus tard, le chien de la famille, un épagnol nommé Sloppy, se mit à aboyer devant une porte ouverte. Anne l'entendit, se réveilla et s'avança dans le couloir sombre avec son fusil de calibre 12. Dans le couloir, à contre-jour sous la pâle lumière de la lune provenant d'une fenêtre, elle vit une silhouette se tenant près de la porte de la chambre de Billy. Elle tira 2 fois. Le premier coup toucha le mur. La chevrotine du second ricocha sur le cadre de la porte, dans une direction inattendue. Et un seul plomb pénétra dans la tempe de l'homme sur lequel elle avait tiré. La silhouette s'effondra. Lorsqu'elle s'approcha suffisamment pour voir, elle vit Billy. L'enquête et le verdict mondain. Au lendemain d'une tragédie, la machine du pouvoir se met souvent en marche pour protéger le nom de la famille, quel qu'en soit le prix pour la vérité. La police arriva et trouva Anne tenant le corps de son mari en sanglots. Elle leur dit immédiatement qu'elle l'avait pris pour le rôdeur. Son avocat, Sol Rosenblatt, arriva peu après. Un détail qui, plus tard, ferait froncer les sourcils. Sur l'insistance de Rosenblatt, Anne fut emmenée dans un hôpital de Manhattan pour y être sédatée, ce qui lui permit d'échapper à un interrogatoire direct pendant les 48 heures suivantes. Le procureur du comté de Nassau et le chef de la police d'Oyster Bay s'occupèrent personnellement de la scène, l'importance de la victime ayant attiré les plus hauts responsables de la hiérarchie policière locale. Ce qui se passa ensuite fut l'une des choses les plus remarquables que la société américaine, avec sa capacité à absorber et à dissimuler, ait réussi à faire. Un homme nommé Paul Wirtz fut arrêté dans les jours qui suivirent la fusillade. Wirtz admit qu'il s'était trouvé sur le toit de la propriété des Woodward, la nuit en question, grimpant vers une fenêtre lorsqu'il fut effrayé par le bruit des coups de feu et s'enfuit. Cela corroborait presque entièrement le récit d'Anne. Il ne fut jamais établi si Wirtz avait été rémunéré pour ses aveux ou si le pouvoir social et financier d'Elsie Woodward avait été discrètement utilisé pour faciliter l'issue de l'affaire. Mais les spéculations furent immédiates et ne s'éteignirent jamais complètement. 3 semaines après la fusillade, Anne témoigna devant un grand jury du comté de Nassau. Le jury délibéra pendant 30 minutes et conclut qu'aucun crime n'avait été commis. La fusillade fut qualifiée d'accident.
Le magazine Life la qualifia de fusillade du siècle. L'histoire fit l'effet d'une bombe à tous les niveaux de la société américaine. Voici que le célibataire le plus convoité du pays avait été abattu par sa femme, une femme en qui sa propre famille n'avait jamais eu confiance. Les commérages furent impitoyables. Le consensus dans les salons qu'Anne avait tant travaillé à intégrer était qu'elle l'avait fait délibérément, qu'elle avait tué Billy avant qu'il ne puisse divorcer et la dépouiller de tout ce qu'elle avait accumulé. Rien ne fut jamais prouvé. Le grand jury s'était prononcé, mais la haute société new-yorkaise avait son propre verdict, et il fut rendu immédiatement et sans appel. Bannissement et exil des fils. Lorsque les portes de la haute société se referment, elles le font avec une finalité qui ne laisse aucune place à la rédemption ou à l'explication. Anne fut bannie. Dans les semaines qui suivirent la décision du grand jury, elle disparut de toutes les listes d'invités qui comptaient. Le téléphone cessa de sonner. Les invitations disparurent. Elsie, qui avait publiquement défendu sa belle-fille afin d'épargner un procès à la famille, fit connaître ses sentiments personnels d'une autre manière. Les deux garçons, Woody, 11 ans, et Jimmy, 8 ans, furent expédiés en pensionnat en Suisse. Elsie choisit le Rosé, l'institution la plus exclusive de ce type en Europe, une école dont les anciens élèves comptèrent des membres de la royauté et des chefs d'État, où les frais de scolarité s'élevaient à des dizaines de milliers de dollars par an, et où les enfants des très riches étaient envoyés lorsque leur famille avait besoin qu'ils soient ailleurs que là où ils se trouvaient. Les garçons avaient dormi pendant la fusillade et n'avaient rien vu, mais ils allaient tout de même passer le reste de leur vie à l'intérieur de celle-ci. Et tandis qu'ils traversaient l'Atlantique pour commencer leur nouvelle vie au Rosé, leur mère s'installait dans ce qui allait devenir 20 ans d'exil, se déplaçant entre l'Europe et New York, découvrant que peu importe la distance qu'elle parcourait, l'histoire arrivait toujours avant elle. Elsie Woodward fixa des conditions claires. Anne recevrait une allocation annuelle de 500 000 dollars provenant de la succession. Elle n'aurait aucun contrôle sur les écuries de course ou les propriétés patrimoniales. Ses biens reviendraient aux garçons. Elle vivrait temporairement avec sa belle-mère dans le manoir Woodward au 9 East 86th Street, dans l'Upper East Side de Manhattan, avant de s'installer définitivement en Europe. Elle ne causerait pas de problème. En échange, la famille Woodward ne lui causerait pas plus de problèmes. Ce n'était pas un arrangement confortable. Ce n'était pas fait pour l'être. La solitude du Rosé et la descente aux enfers de Jimmy. Une éducation prestigieuse ne peut combler le vide laissé par le silence d'une famille et le poids d'un scandale non dit. Pour les garçons, le Rosé fut un apprentissage d'un type de solitude très particulier. Le scandale avait voyagé avec eux. L'école était remplie d'enfants de familles éminentes, et les familles éminentes parlaient. Ils étaient les garçons Woodward, ce qui signifiait que les gens connaissaient leur père et avaient des opinions sur leur mère. Aucun des deux ne reçut jamais d'explication claire de la part de quiconque, ni d'Anne ni d'Elsie, sur ce qui s'était passé la nuit de la mort de Billy. Le silence sur ce sujet était total, systématique et profondément destructeur. Woody, l'aîné des deux, géra le Rosé avec ce qui ressemblait, de l'extérieur, à de la résilience. Il était, selon plusieurs témoignages, un jeune homme posé, intelligent, sérieux dans ses idées, intéressé par le monde, capable de se faire des amis et de les garder. Il obtint son diplôme, retourna aux États-Unis et s'inscrivit à Harvard. Il construisait quelque chose, du moins en apparence. Jimmy fut différent dès le début. Il était le plus sensible des deux. Celui pour qui les circonstances inexpliquées de la mort de son père s'étaient ancrées le plus profondément. Les questions qu'il ne pouvait poser à personne s'accumulaient derrière son regard d'une manière que les autres remarquaient. Au Rosé, il eut des difficultés. L'école était magnifique et chère, et remplie d'enfants du genre de personnes qui auraient connu ses parents en société, et il n'y appartenait pas tout à fait de la même manière que Woody. Il s'en sortit, mais quelque chose de cette expérience, la distance, l'absence inexplicable, l'accusation tacite qui planait sur le nom de la famille, resta en lui. Ce qui arriva à Jimmy après le Rossi est une histoire qui se déroule par étapes, chacune pire que la précédente. Il s'engagea dans l'armée américaine et servit au Vietnam. Il se porta volontaire, en partie, selon certaines sources, pour rester près d'un ami qui avait été appelé sous les drapeaux. Cet ami fut tué au combat. Jimmy revint de cette guerre en étant une personne différente de celle qui y était partie.
Il revint en portant ce poids particulier que le combat fait peser sur les jeunes hommes, en particulier sur les jeunes hommes qui portèrent déjà un lourd fardeau. Et il commença à s'automédiquer de la manière dont cette génération le faisait souvent, avec tout ce qui pouvait faire taire le bruit dans sa tête. Il but, il consomma des drogues dures, il devint instable et paranoïaque, convaincu par moments qu'il était surveillé, que sa télévision était utilisée pour l'espionner. Les accusations et la première tragédie. Les fantômes du passé finissent par exiger d'être entendus, souvent par la voix de ceux qui ont été le plus meurtris par les secrets. Il écrivit des lettres à sa mère. De longues lettres accusatrices écrites sous l'emprise de ce qu'il avait bu ce jour-là, dans lesquelles il lui disait directement ce qu'il croyait, qu'elle avait tiré sur son père exprès, qu'elle était une meurtrière, que toute sa vie avait été contaminée par ce qu'elle avait fait. Anne reçut ces lettres. Elle les lut, et elle n'y répondit pas à toutes. Et lorsqu'elle y répondait, la correspondance était tendue et douloureuse, comme le devient toute communication lorsque la question fondamentale au centre d'une relation ne peut jamais être abordée honnêtement. En 1972, Jimmy tenta de mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre de l'appartement d'un ami. Il survécut, se brisant de multiples os dans la chute. Il fut hospitalisé. Il passa du temps dans un établissement psychiatrique. Anne lui rendit visite là-bas. La visite, selon plusieurs témoignages, ne se passa pas bien. Il lui posa la question qu'il posait dans ses lettres. Elle fut incapable de lui donner ce dont il avait besoin. Elle partit en larmes. Woody, à travers tout cela, semblait tenir le coup. Il avait obtenu son diplôme de Harvard, s'était lancé dans le journalisme, avait travaillé comme reporter pour le New York Post pendant plusieurs années. Il s'intéressait particulièrement aux médias eux-mêmes, à la façon dont les journaux et les magazines fonctionnaient, à leurs responsabilités, à la question de savoir s'ils s'en montraient dignes. En 1971, il s'associa à deux autres écrivains et cofonda une publication appelée More, une revue de journalisme qui passerait les années suivantes à faire exactement ce que ses fondateurs avaient prévu. Soumettre la grande presse américaine à un examen critique à une époque où la presse en avait le plus besoin. Il finança l'entreprise avec une partie de son héritage. Il en était l'éditeur. Ce fut, au dire de tous, un véritable accomplissement. More devint une publication influente et très lue dans les cercles médiatiques, le genre de choses que les journalistes sérieux lisaient réellement. Il fut également surintendant adjoint du département des banques de l'État de New York sous le gouverneur Hugh Carey. Il se présenta au Sénat de l'État de New York en 1978 et perdit. Il faisait des choses. Il construisait une vie. Truman Capote et le coup de grâce. L'obsession d'un écrivain peut devenir une arme qui achève ce qu'une seule nuit de violence a commencé des décennies auparavant. Mais le temps était compté pour Anne. Et quand le temps fut écoulé pour Anne, le fil qui maintenait Jimmy en un seul morceau s'est finalement rompu. Truman Capote tournait autour d'Anne Woodward depuis des années. Il l'avait rencontrée dans la haute société et s'était forgé l'opinion, apparemment très rapidement, qu'elle était coupable de meurtre, une conviction qu'il a nourrie et brodée au fil du temps jusqu'à ce qu'elle devienne presque une obsession. Il lui avait donné un surnom. Il l'appelait Bang Bang. Dans son cercle social, où l'échange de rumeurs dévastatrices sur des connaissances communes était une forme de monnaie d'échange, cela était considéré comme très drôle. Capote travaillait sur un roman depuis des années, un livre intitulé « Prières exaucées », qu'il décrivait comme son chef-d'œuvre, son examen proustien de la haute société américaine de l'intérieur. Les personnages étaient directement inspirés de personnes qu'il connaissait, identifiables, à peine renommées, leurs secrets, leurs scandales et leurs pires moments retranscrits sur papier avec la précision que seul quelqu'un ayant fréquenté ces salons pouvait fournir. Il avait fait fuiter des extraits dans le magazine Esquire, et chacun d'eux avait provoqué exactement le genre d'explosion qu'il recherchait. À l'automne 1975, Esquire s'apprêtait à publier un nouvel extrait, un chapitre intitulé « La Côte Basque, 1965 ». Le chapitre mettait en scène un personnage nommé Anne Hopkins, décrite comme une meurtrière qui avait tué son mari et s'en était tirée en prétendant l'avoir pris pour un cambrioleur. Le personnage n'était pas subtil. Le nom avait été changé. Tout le reste était reconnaissable. Anne a eu vent de ce qui se préparait. La source exacte de cette information n'a jamais été établie de manière définitive.
qu'elle ait vu une copie anticipée, qu'elle en ait entendu parler par quelqu'un du monde de la presse, ou qu'un ami ayant lu les épreuves le lui ait dit. Ce que l'on sait, c'est que dans les jours précédant la parution prévue du numéro, elle a compris ce qu'il contenait et ce qu'il allait lui faire. La fin d'Anne Woodward. Lorsque le poids d'une vie de murmure devient insupportable, la seule échappatoire restante est celle sur laquelle on ne peut revenir. Elle avait passé 20 ans à vivre avec la fusillade, 20 ans d'exil, de campagne de chuchotement, de portes fermées et de l'humiliation constante et sourde d'être la femme qui s'en était tirée aux yeux de tous ceux qui comptaient pour elle. Elle s'était refait une sorte de vie dans les ruines de celle qu'elle avait initialement bâtie. La pension versée par Elsie, l'appartement sur la 5e avenue, les voyages en Europe, les compagnons plus jeunes qu'elle trouvaient dans les endroits où elle voyageait. C'était une vie. Ce n'était pas la vie qu'elle s'était tant battue pour construire. Dans la nuit du 9 octobre 1975, elle a avalé du cyanure dans son appartement de la 5e avenue. Son corps a été découvert le lendemain matin. Aucune lettre de suicide n'a été trouvée. Elle avait 59 ans. Le numéro d'Esquire n'était pas encore paru en kiosque. Elsie Woodward, qui avait survécu à son fils et maintenant à sa belle-fille, aurait dit à propos de la mort d'Anne quelque chose d'à la fois totalement glacial et tout à fait caractéristique du monde dans lequel les deux femmes avaient évolué. Elle a fait remarquer qu'Anne avait abattu son fils, que Truman avait maintenant assassiné Anne, et qu'elle supposait qu'il n'avait plus à s'en soucier désormais. Mais il y avait encore de quoi s'inquiéter. Il y avait deux garçons qui avaient perdu leur père à l'âge de 11 et 8 ans, qui avaient été expédiés dans un pensionnat en Suisse sans explication, qui avaient grandi dans la longue ombre d'une question à laquelle personne ne voulait leur répondre et qui venaient de perdre leur mère dans une tragédie que le monde entier allait lire dans un magazine. Le pire était encore à venir. La chute de Jimmy Woodward. Le traumatisme du passé est une blessure qui, si elle n'est pas guérie, finit par consumer l'avenir de ceux qui la portent. En septembre 1978, moins de 3 ans après la mort d'Anne, James Woodward, âgé de 31 ans, est tombé du 9e étage de l'hôtel Mayfair House sur Park Avenue à Manhattan. Il n'a pas survécu. La trajectoire de ce qui est arrivé à Jimmy au cours de ces 3 années depuis la mort de sa mère est l'une des choses les plus poignantes de cette histoire. Il était déjà au bord du gouffre avant qu'elle ne parte. Les années au Vietnam, l'addiction, la tentative de 1972, l'hospitalisation. Il avait essayé, à sa manière, de se stabiliser. Les lettres à sa mère avaient fini par cesser, ou du moins leur pire période était repassée. À sa mort, l'encre qui maintenait cette stabilisation en place, quelle qu'elle soit, a lâché. Il avait servi au Vietnam aux côtés d'hommes qui avaient été tués. Il était rentré chez lui pour trouver sa mère vilipendée dans tous les journaux du pays. Il avait dû faire face à sa propre addiction, à sa propre paranoïa et à sa propre incapacité à trouver la paix face à ce qui était arrivé à sa famille. Et maintenant, sa mère n'était plus là. Et l'extrait de Capote allait être partout. Et chaque article sur prière exaucée allait mentionner le nom des Woodward. Et chaque mention allait rouvrir la même blessure qui n'avait jamais, pas une seule fois en 31 ans, pu se refermer correctement. Les années entre le retour de Jimmy du Vietnam et sa mort en 1978 sont celles de quelqu'un qui essaie de s'accrocher et qui perd un peu plus prise à chaque saison qui passe. Il n'avait pas de foyer stable. Il dérivait entre le genre d'endroits vers lesquels les personnes dans son état ont tendance à dériver. Des hôtels bon marché, des appartements d'amis, les marches d'une ville qui était indifférente à son célèbre nom de famille et à la catastrophe qu'il représentait. L'argent qu'il avait hérité de la succession était là, mais l'argent ne répare pas les dommages particuliers que Jimmy avait accumulés. Il paie la note d'hôtel. Il ne répond pas à la question. Jimmy avait déjà tenté de mettre fin à ses jours une première fois en 1972. Il avait passé du temps dans un hôpital psychiatrique. Les gens qui le connaissaient comprenaient que la tentative de 1978 n'était pas une surprise totale, même si elle était dévastatrice. Ce qu'il est impossible de savoir, et ce dont la famille n'a jamais discuté publiquement, c'est à quel point la publication de l'extrait de Capote a contribué à son état d'esprit au cours de ces dernières semaines. Mais le timing est impossible à ignorer. Sa mère est morte en octobre 1975, en anticipation directe de l'article d'Esquire. Sa mort a suivi en septembre 1978, alors que la machine médiatique autour de prières exaucées continuait de tourner. Il était né en janvier 1947,
Dans un monde où son père était le célibataire le plus convoité d'Amérique et où sa mère se frayait un chemin dans les plus grands salons de New York. Il est mort à 31 ans, sans jamais avoir eu la chance d'être simplement une personne qui n'était pas le garçon Woodward. Il a été enterré dans le caveau de la famille Woodward au cimetière de Woodlawn dans le Bronx, aux côtés de son père, qu'il n'avait jamais cessé de pleurer et pour la perte duquel il n'avait jamais cessé de blâmer sa mère. La résilience de Woody et la fracture finale. Même la structure la plus solide finira par s'effondrer si ses fondations reposent sur le silence d'une tragédie familiale. Woody a enterré son jeune frère et a continué d'avancer. Pendant un certain temps, il a semblé qu'il pourrait s'en sortir. Le dernier acte de l'histoire des Woodward est celui de William Woodward III, dit Woody, et il met plus de temps à arriver que celui de Jimmy, ce qui le rend presque plus difficile à comprendre lorsqu'il se produit enfin. Woody avait accompli, selon toute mesure raisonnable, quelque chose de remarquable. Il avait grandi au cœur de l'une des tragédies familiales les plus publiquement décortiquées du XXe siècle, expédié dans un pensionnat suisse à 11 ans sans explication, élevé sous le nom de Woodward dans un monde qui attachait une signification particulière à ce nom. Et il s'était construit une vie qui, de l'extérieur, ressemblait à celle d'un adulte fonctionnel et accompli. Harvard, le New York Post, le magazine More, la réglementation bancaire de l'État sous le gouverneur Carey, une campagne politique. Il a épousé une femme nommée Lisa Schreiber en 1985 à Paris. Une cérémonie que le roman de Dominic Dunn sur la famille venait de contribuer à ramener dans les conversations publiques, puisque les deux Madame Granville étaient sorties la même année. Lui et Lisa ont eu une fille nommée Elizabeth. Ils s'en sortaient bien, pour autant que l'on puisse en juger. Au fil des ans, il avait parlé de sa famille à des journalistes et à des chercheurs. Il avait compris que cette histoire allait le suivre partout, et il avait en grande partie fait la paix avec cela. Susan Browdy, qui a passé 8 ans à faire des recherches pour son livre sur le mariage des Woodward, avait brièvement connu Woody. Elle l'a décrit comme posé et réfléchi, un homme qui avait assimilé les événements de son enfance de manière plus délibérée que Jimmy. Il avait choisi, ou du moins semblait avoir choisi, de ne pas être défini par ce qui s'était passé à Long Island en 1955. Mais quelque chose a commencé à se fracturer vers le milieu des années 1990. Ce qui s'est brisé exactement et à quel moment précis n'est pas tout à fait clair d'après les archives publiques. La famille Woodward a maintenu un mur d'intimité autour de ses membres, même si le nom de la famille restait en circulation permanente. Ce que l'on sait, c'est que son mariage avec Lisa a commencé à se déliter et que ce délitement s'est accompagné de ce que son entourage a reconnu comme une grave maladie mentale. Au moment où sa femme a déposé des documents légaux dans le cadre de la procédure de divorce, vers 1994, les témoignages incluaient des descriptions de comportements erratiques et déstabilisants. Le genre de comportement qui suggérait que les décennies de poids accumulés avaient finalement trouvé un point de rupture. Le divorce a été prononcé. Il a perdu le contact quotidien avec Elizabeth. La séparation d'avec sa fille semble avoir été pour Woody quelque chose que les pertes antérieures l'avaient laissé particulièrement mal équipé pour surmonter. Le dernier acte de la dynastie Woodward. L'architecture d'une vie bâtie sur la distance et la discipline ne peut tenir qu'un certain temps avant que le passé n'exige son paiement final. Il avait passé sa vie d'adulte à construire une distance par rapport à la tragédie des Woodward, par le travail, par le journalisme, par le service public, par la discipline d'être utile, compétent et présent dans le monde. Le divorce a démantelé cette architecture. Ce qui restait en dessous, c'était le garçon de 11 ans qui avait été mis dans un avion pour la Suisse en novembre 1955 sans que personne ne s'assoie avec lui pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il avait révisé son testament, laissant la majeure partie de sa succession, qui s'élevait à environ 35 millions de dollars, entièrement à sa fille. Et en mai 1999, Woody Woodward avait 54 ans, il était seul et au bout du chemin. Le 2 mai 1999, il a sauté du 14e étage de son appartement de Manhattan. Il a été enterré dans le caveau de la famille Woodward, au cimetière de Woodlawn, dans le Bronx, sur la même terre où son père Billy avait été enterré en 1955, où son frère Jimmy avait été enterré en 1978, et où Anne elle-même, conformément à ses propres volontés, avait été inhumée en 1975.
Toute la famille, à la fin, dans le même caveau. La femme qui avait abattu son mari et les 2 enfants qui avaient vécu avec les conséquences de cette nuit-là pour le reste de leur vie. Tous réunis finalement dans un cimetière du Bronx. Dominic Dunne, qui écrivait sur la famille depuis des décennies, a livré une réflexion sur la mort de Woody, qui a capturé le sentiment que beaucoup de gens ont éprouvé lorsque le dernier chapitre s'est clos. Il a décrit Woody comme un homme merveilleux à qui une chose terrible était arrivée, et il a fait remarquer que c'était une triste fin pour une famille maudite. Elsie Woodward l'aura survécu à tous. Elle est morte en 1981 à 98 ans, après avoir assisté à la mort de son fils, de sa belle-fille et de ses 2 petits-fils, et après n'avoir presque rien dit d'utile publiquement et de manière assez mémorable sur tout cela. L'héritage du silence. L'argent et la célébrité sont éphémères, mais les questions laissées par le refus d'une famille de dire la vérité peuvent résonner pour l'éternité. Ce que les enfants Woodward ont hérité de leurs parents n'était finalement pas de l'argent, bien qu'il y en ait eu beaucoup. Ce qu'ils ont hérité, c'est une question qui ne trouverait jamais de réponse, posée par une famille qui n'y répondrait jamais. Woody et Jimmy étaient dans la maison la nuit du 30 octobre 1955. Ils dormaient. Ils n'ont rien entendu. Ils ont passé le reste de leur vie à souhaiter savoir ce qui s'était passé dans ce couloir, ce que leur mère avait vu, quelles étaient ses intentions, s'il s'agissait de l'accident qu'elle a toujours prétendu être, ou du crime que la moitié de la haute société new-yorkaise affirmait que c'était. Personne ne le leur a dit, ni Anne, ni Elsie, ni le grand jury, ni les journalistes qui ont écrit sur la famille pendant 5 décennies. La question qui avait brisé leur famille en 1955 était toujours sans réponse lorsque Woody a sauté de sa fenêtre en 1999. Elle reste sans réponse aujourd'hui. L'histoire de la famille Woodward a été racontée à maintes reprises dans le roman inachevé de Capote, dans The Two Mrs. Granville de Dominic Dunne, dans l'enquête exhaustive de Susan Browdy en 1992 et dans la série FX Feud, Capote vs. The Swans, où Anne était incarnée par Demi Moore. Chaque récit a posé la même question au centre de tout. Le savait-elle? A-t-elle vu Billy debout dans ce couloir et a-t-elle tiré quand même? Ou était-ce exactement ce qu'elle a toujours dit que c'était? Une femme terrifiée dans le noir, attrapant une arme qu'elle avait chargée parce qu'un rôdeur s'était introduit sur sa propriété et pressant la détente avant même de pouvoir réfléchir. Le grand jury a conclu à un accident. Les rumeurs parlaient de meurtre. Les 2 verdicts ont vécu en Woody et Jimmy pour le reste de leur vie. Les enfants ne peuvent pas faire appel d'un verdict du cœur. Ils ne peuvent pas aller au tribunal et exiger un nouveau procès sur ce qu'ils ressentent comme étant la vérité à propos des personnes qui leur ont donné la vie. Ils portent le verdict qui correspond à la blessure et ils le portent jusqu'à ce qu'ils n'en soient plus capables. Le prix fort d'une seule nuit. Le coût de l'ambition et le poids d'un secret sont souvent payés par ceux à qui l'on n'a jamais laissé le choix en la matière. Ce qui n'est pas contesté, c'est ceci. Les 2 garçons étaient dans la maison cette nuit-là. Tous 2 ont dormi pendant les événements. Aucun n'a jamais reçu de réponse satisfaisante et tous 2, à leur manière et à leur propre rythme, ont été détruits par le silence. Anne Woodward s'était hissée aussi loin et avec autant d'acharnement que n'importe quelle femme de sa génération pouvait le faire. Elle était venue de Pittsburgh, au Kansas, avec pour seul atout sa beauté et sa détermination, et était devenue l'une des mondaines les plus reconnaissables de New York. Et la nuit qui l'a détruite, la nuit où le fusil de chasse a fait feu, où la chevrotine a ricoché et où Billy est tombé, a également déclenché quelque chose qu'elle a passé 20 ans à fuir, quelque chose qui a fini par courir plus vite qu'elle. Ces 2 garçons ont payé le prix fort de cette nuit-là. Ils l'ont payé d'une manière qui est restée longtemps invisible aux yeux du monde, dans le chagrin informe d'enfants qui ne comprennent pas ce qu'ils pleurent, dans la cruauté particulière de grandir en étant célèbre pour quelque chose que votre famille a fait avant que vous ne soyez en âge d'y consentir. Partout où Woody et Jimmy allaient, le nom de Woodward les précédait. Au Rosé et parmi les enfants de l'élite européenne et américaine, quelqu'un savait toujours. À New York, dans les salles de rédaction, dans les bureaux du gouvernement, quelqu'un savait toujours. Ce savoir ne s'arrêtait jamais. Et le non-savoir central et dévastateur de ce qui s'était réellement passé dans ce couloir, ne s'est jamais résolu en quelque chose avec lequel une personne pourrait vivre. Ces 2 garçons ont payé le prix fort de cette nuit-là. Pas d'un seul coup. Cela aurait été presque miséricordieux en comparaison.
Ils l'ont payé lentement, sur des décennies, de la manière particulière dont les enfants qui grandissent au sein d'un secret de famille le paient, par des cauchemars, par des addictions, par des lettres écrites dans l'obscurité, par des tentatives de trouver une paix qui n'est jamais vraiment arrivée, par une décision finale que chacun d'eux a prise à une fenêtre de New York, dans une ville qui n'avait jamais oublié ce que leur mère avait fait, ou qui n'avait jamais réussi à décider, une fois pour toutes, de quoi il s'agissait exactement. Si cette histoire a changé votre façon de voir les vies dorées de l'élite et les ombres qu'elle laisse derrière elle, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Aidez-nous à planter les graines de l'avenir. Le prochain trésor de secrets s'ouvrira bientôt.